Un policier raciste attaque un homme noir âgé au tribunal, sans savoir qu'il est son nouveau chef de police. L'atmosphère était chargée de tension dès que Leonard Hayes entra dans le palais de justice. Un silence pesant sembla le suivre à travers l'entrée, seulement troublé par l'écho de sa canne frappant le sol marbré, rythmé, posé, légèrement tremblant à chaque pas. Les agents de sécurité levèrent les yeux de leur poste, les yeux plissés en observant sa silhouette. Un homme noir d'une 60aine d'années, voûté mais fier, vêtu de son plus beau costume bleu marine, le tissu légèrement effiloché au poignet. Il se déplaçait avec la lenteur et la prudence de quelqu'un qui avait autrefois porté le poids d'une communauté sur ses épaules et qui portait désormais seul le fardeau de la justice. Léonard n'était pas là en tant qu'accusé. Ce n'était pas un homme au casier judiciaire ni au passé trouble. C'était un chauffeur de bus scolaire à la retraite, un homme qui avait accompagné des milliers d'enfants à l'école et en était revenu en 30 ans. Il avait élevé 3 garçons d'une main ferme et d'un sens inébranlable du bien et du mal. Il avait payé ses impôts, entraîné une équipe de Little League et assisté aux réunions du conseil municipal alors que d'autres avaient depuis longtemps cessé de croire en leur voix. Mais aujourd'hui, Leonard Hayes était témoin dans une affaire civile qui avait révélé une vérité ancienne à Gravenhurst. Sous la surface d'une fierté civique raffinée, quelque chose de pourri s'était enraciné. 2 mois plus tôt, Léonard s'était rendu à l'épicerie du quartier, celle-là même où il se rendait chaque semaine depuis des années. Il y était allé acheter des œufs et du lait. Il en était ressorti ensanglanté et menotté, accusé de flânerie, puis de résistance à l'arrestation par 2 policiers qui n'avaient pas reconnu son visage ni pris la peine de l'interroger. Parmi eux se trouvait le sergent Cole Drayton, un nom qui allait bientôt devenir synonyme d'abus de pouvoir. Les ecchymoses avaient disparu du corps de Léonard, mais le traumatisme s'était profondément ancré dans ses os. Il ne cherchait pas à se venger. Il l'avait dit à son avocat plus d'une fois. Tout ce qu'il désirait, c'était la justice, une justice calme et sereine qui rendrait le monde meilleur à la prochaine personne sortant d'un magasin avec un ticket de caisse dans une main et sans arme dans l'autre. Mais en entrant dans la salle d'audience, sentant l'atmosphère changer autour de lui, Léonard comprit que la justice n'était pas garantie. C'était un combat, et il entrait sur un champ de bataille. La salle d'audience vibrait d'une énergie sourde et anxieuse. Les journalistes, bien qu'interdits d'apporter des appareils photo à l'intérieur, prenaient des notes au dernier rang. Les spectateurs chuchotaient, derrière leurs mains jointes. L'affaire avait suscité une attention nationale, non pas parce que Léonard était une personnalité publique, mais précisément parce qu'il ne l'était pas. Un noir anonyme, défiant la police de Gravenhurst, n'était censé rien signifier. Pourtant, cela avait fait trembler les cages jusqu'au Capitole de l'État. Et maintenant, chacun de ses faits et gestes était scruté. David Mercer se tenait à la table des plaignants, triant ses notes avec la confiance sereine d'un homme qui avait passé des années à démanteler des systèmes injustes, brique par brique. La quarantaine, les cheveux coupés courts et les lunettes à monture métallique, Mercer avait l'air de quelqu'un qui ne bluffait pas. Formé à Harvard, élégamment vêtu et implacable au tribunal, il avait défendu l'affaire Léonard, non pas parce qu'elle était médiatisée, mais parce qu'elle était personnelle. Pour Mercer, Léonard lui rappelait son propre père, un homme qui ne s'était jamais plaint du monde, même quand il tentait de le briser. Alors que Mercer entamait sa plaidoirie, sa voix perçait le brouhaha. Il exposait les faits avec une précision chirurgicale, dressant le portrait d'un homme qui avait tout fait comme il fallait et qui s'était pourtant retrouvé face contre terre sur un trottoir, humilié devant des inconnus, traité comme un criminel pour avoir osé exister. Le jury, mélange de visages prudents et de bras croisés, écoutait. Mais au fond de la salle, une autre scène se déroulait. Assis derrière l'accusation, un groupe d'hommes en costume sur mesure chuchotait à voix basse. Le procureur Marcus Belridge était assis, raide, l'expression indéchiffrable. À côté de lui, le sénateur Cantwell arborait un demi-sourire poli, comme s'il assistait à un déjeuner de charité plutôt qu'à une audience au tribunal qui menaçait de perturber ses plans politiques soigneusement élaborés. Cantwell,
donateur de longue date au syndicat de police, avait récemment rédigé un projet de loi controversé qui protégerait les policiers des poursuites civiles dans des affaires comme celle de Léonard. Sa présence dans la salle n'était pas fortuite, elle était calculée. Il avait quelque chose à perdre, et le témoignage de Léonard menaçait de le lui enlever. À l'insu de la plupart des personnes présentes, un élément de preuve crucial avait disparu 2 semaines plus tôt. Une vidéo de surveillance d'un commerce voisin avait filmé l'incident dans son intégralité, chaque bousculade, chaque coup, chaque mot injustifié lancé à Léonard ce soir-là. Mais lorsque l'équipe de Mercer a demandé les images, on lui a répondu qu'elles avaient été effacées. Mystérieusement supprimées automatiquement, a affirmé le commerçant, la voix tendue par l'inconfort. C'était un mensonge. Mercer en était certain. Mais les mensonges sans preuve étaient comme des balles sans poudre, bruyants, mais finalement inefficaces. Mercer n'avait pas dit à Léonard que la vidéo avait disparu. Il ne pouvait pas encore. L'homme avait assez enduré, et Mercer refusait de le laisser croire que le système l'avait complètement abandonné. Mais la vérité planait comme une ombre derrière chacune de ses phrases. Sans la vidéo, leur dossier reposait largement sur des témoignages, et il savait avec quelle facilité les propos d'un homme noir pouvaient être déformés dans une salle d'audience comme celle-ci. Le juge Walter Redgrave présidait avec son air détaché habituel, mais quelque chose dans son attitude semblait étrange. Redgrave était connu pour son sens pratique, sa justesse excessive. Pourtant, lorsque Mercer présenta une requête en admission des dossiers de plaintes antérieures contre le sergent Drayton, des dossiers qui révélaient une tendance inquiétante, le juge jeta à peine un coup d'œil au dossier avant de le rejeter. Aucune explication. Aucune place pour la discussion. Mercer serra les mâchoires, mais il ne dit rien. Pas encore. Il archivait chaque rejet dans un coin de sa tête, où il stockait de l'énergie pour les plaidoiries finales. Devant le palais de justice, l'atmosphère était différente. Des manifestants étaient alignés sur le perron, brandissant des pancartes à l'effigie de Léonard sous des slogans en gras. Justice pour Hayes, halte aux brutalités policières. Nous sommes tous Léonard. Des membres du clergé local, des lycéens, et même d'anciens collègues de l'époque où il conduisait un bus, étaient venus en signe de solidarité silencieuse. Ils ne faisaient pas de bruit, mais ce n'était pas nécessaire. Leur présence en disait long. Gravenhurst avait depuis longtemps enfoui des histoires comme celle de Léonard. Pas cette fois. À l'intérieur, Mercer observait attentivement la défense. Ils étaient confiants, trop confiants. Il remarqua qu'ils n'avaient même pas jeté un coup d'œil à leur dossier lors du contre-interrogatoire du voisin de Léonard plus tôt dans la matinée. Ils savaient quelque chose, ou ils savaient que quelque chose avait déjà été réglé. Mercer avait déjà vu cela dans d'autres villes. Les preuves disparaissaient, les témoins se rétractaient, et d'une manière ou d'une autre, le récit se déformait toujours pour devenir plus pratique. Mais pas cette fois. Pas s'il pouvait s'en empêcher. Ce que personne dans la salle d'audience ne savait, pas même Mercer, c'est que quelqu'un d'autre avait observé la scène cette nuit-là. Quelqu'un qui ne s'était pas manifesté. Pas encore. Un témoin qui n'avait pas été cité lors de la communication préalable, qui n'avait été mentionné lors d'aucune des conférences préparatoires. Quelqu'un de complètement absent du procès-verbal. Il n'avait aucun lien avec le magasin, les policiers, ni même le quartier. Il était juste là, de passage. Mais ce qu'il avait vu était resté gravé en lui, purulent comme une plaie. Et maintenant, il se manifestait. Le plan B de Mercer n'était pas une stratégie née du désespoir. C'était une éventualité forgée dans le silence. Il n'avait pas parlé du témoin à Léonard, pas complètement. Juste un indice qu'il avait une dernière carte à jouer. C'était risqué. Le témoin n'avait accepté de témoigner que la veille. Même maintenant, Mercer n'était pas sûr qu'il viendrait, mais il devait y croire, car sans ce témoignage, leur dossier reposait sur un terrain fragile, et Mercer refusait de laisser la dignité de Léonard peser dans la balance des jeux de pouvoir corrompus. La journée s'écoula sous d'autres témoignages, certains mesurés, d'autres évasifs. Mercer insista autant qu'il le put, semant des graines dans l'esprit du jury.
Il voyait l'incertitude germer dans leurs regards. C'était tout ce dont il avait besoin pour l'instant, le doute. Alors que l'audience s'ajournait pour le déjeuner, Léonard était assis en silence, les mains jointes sur ses genoux. Il n'avait pas beaucoup parlé de la matinée, mais son regard trahissait une histoire que Mercer ne pouvait ignorer, celle d'une patience endurcie par une vie de petites humiliations, de blessures plus profondes que des bleus, de la foi que la justice, d'une manière ou d'une autre, tiendrait. Mercer posa une main rassurante sur l'épaule de Léonard, tandis qu'il se relevait. « Tiens bon », murmura Mercer dans un souffle, plus pour lui-même que pour les autres. Dans l'ombre du hall du tribunal, les plaidoiries se réunirent à nouveau. Le sénateur Cantwell passa un appel, s'éloignant légèrement de la portée de voix. Bellridge se pencha pour murmurer quelque chose à l'avocat principal de la défense, qui hocha légèrement la tête, la bouche à peine remuant. Ce qui se passait en coulisses s'accélérait maintenant. Il s'adaptait à une menace imprévue. L'affaire ne concernait plus seulement Leonard Hayes. Il s'agissait de révéler ce qui serait révélé et de savoir qui tomberait si la vérité remontait à la surface. Et quelque part, non loin du palais de justice, un témoin attendait, observant, se souvenant, se préparant à témoigner. Il y a 2 semaines, alors que Mercer reconstituait encore la fragile structure de son dossier contre le ministère, une lettre arriva, glissée silencieusement sous la porte de son bureau peu après minuit. L'enveloppe était simple, scellée avec du ruban adhésif plutôt que de la colle, et ne portait aucune adresse de retour. À l'intérieur, un seul objet, une clé USB sans inscription. Pas de note, pas d'expéditeur, pas de contexte. Mercer l'avait fixé une longue minute avant de l'insérer dans l'ordinateur portable crypté qu'il utilisait uniquement pour les procès. Le contenu se chargea lentement, puis le saisit immédiatement. Une vidéo tremblante de son téléphone apparut, granuleuse mais suffisamment claire pour révéler la vérité. Léonard Massey gisait recroquevillé sur un sol en béton, le visage meurtri et ensanglanté, ses lunettes cassées en 2, lui tenant à peine l'oreille. Un officier en uniforme, Mercer le reconnut aussitôt, Cole Drayton, se tenait au-dessus de lui en riant. Il tournait autour de Léonard comme un vautour autour d'une charogne, le traitant de simple bon à rien qu'il fallait abattre. Ces mots résonnèrent dans le silence du bureau de Mercer comme une malédiction. Il regarda la vidéo encore et encore, jusqu'à ce que les images s'impriment à jamais dans sa mémoire. Il n'en parla à personne. Pas encore. Il savait qu'il valait mieux ne pas faire confiance au système pour protéger quelque chose d'aussi accablant. Si les images étaient rendues publiques trop tôt, elles disparaîtraient. Tout comme les images des caméras de sécurité du commissariat, tout comme les registres qui avaient mystérieusement perdu des pages, tout comme les témoins qui ne se souvenaient soudain de rien. Il attendrait. Il les garderait précieusement jusqu'au moment où elles auraient le plus d'importance, jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus être ignorées, balayées ou enfouies sous les lourdeurs administratives. Ce n'était pas que des preuves, c'était une arme, et il fallait la viser avec précision. Le procès entrait péniblement dans sa 2e semaine, tel un soldat boitant en territoire ennemi. Mercer arrivait au tribunal chaque matin plus accablé, plus épuisé, mais chaque jour, il découvrait de nouvelles failles dans le récit impeccable de la ville. Les contre-interrogatoires devenaient plus tendus. Les policiers tâtonnaient sur les dates, oubliaient les procédures qu'ils avaient juré de suivre, contredisaient leurs propres déclarations écrites. L'agent Drayton lui-même monta à la barre et, sans broncher, nia avoir posé la main sur Léonard Massey. Il prétendit que Léonard avait glissé pendant l'interrogatoire. Il prétendit même lui avoir offert un verre d'eau par la suite. Ses mensonges étaient si fluides qu'ils ressemblaient presque à la vérité. Mais Mercer n'était pas dupe, et la galerie non plus. Les murmures se répandirent comme de la fumée. Puis vint le rapport médical. Pommette fracturée, cartilage déchiré au poignet de Léonard, traumatisme contondant aux côtes. Des blessures qu'aucune chute ne pouvait expliquer. Le langage était stérile, clinique, mais les implications étaient criantes.
Pourtant, les tentatives de Mercer pour faire avancer l'affaire ont été contrariées à chaque instant. Le juge Redgrave, un homme profondément lié au syndicat de police depuis des années, a rejeté les objections d'un revers de main. Les requêtes visant à obtenir des images supplémentaires ont été reportées sine. Mercer sentait les murs se refermer sur lui. Le système judiciaire avait toujours été un labyrinthe, mais il semblait désormais truqué de l'intérieur. Tous les chemins étaient bloqués. Toutes les portes étaient scellées. Mais il avait la clé USB. Et le plan. Il lui fallait juste le moment idéal pour le déclencher. Un moment si public, si indéniable, qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Ce moment était presque arrivé trop tard. Cela s'est produit un jeudi après-midi pluvieux, la salle d'audience bondée de journalistes, d'observateurs judiciaires et d'un nombre croissant de citoyens qui commençaient à se présenter par protestation ou par curiosité morbide. La tension dans l'air était telle qu'on pouvait s'étouffer. Mercer était assis à la table des plaignants, les doigts effleurant la clé USB glissée dans une poche latérale de sa serviette. Il s'apprêtait à la présenter lors de la phase de présentation des preuves de l'audience du jour, lorsqu'un silence ambiant s'est emparé de la salle. L'agent Cole Drayton, toujours en uniforme, est entré dans la salle d'audience et a pris place dans la galerie, près du premier plan. Il n'était pas rare que des officiers assistent à des procès, surtout ceux de grande envergure, mais quelque chose dans sa façon d'être assis, raide, les épaules crispées, le regard brûlant, mettait Mercer mal à l'aise. Drayton n'était pas là pour observer. Il était là pour provoquer. Au milieu de l'audience, Drayton se leva de son siège. À la main, une enveloppe en papier Kraft, soi-disant destinée au bureau du procureur. Il avança lentement, d'un pas posé, s'avançant vers l'avant, ignorant les murmures qui le suivaient. Mercer surprit le mouvement du coin de l'œil et se figea. Quelque chose clochait. Les yeux de Drayton se fixèrent sur Léonard en passant, et juste assez fort pour que les personnes présentes l'entendent, il siffla quelque chose dans sa barbe. Ignoble, laid. Mercer ne comprit pas les mots, mais Léonard tressaillit, très légèrement. Il ne parla pas, ne répondit pas. Il leva simplement les yeux, le regard fatigué mais ferme. Puis Drayton se jeta sur lui. Sans prévenir, il se pencha, attrapa Léonard par le col et le tira de sa chaise, le projetant violemment contre le sol de marbre. Un concert de halètements s'éleva de la galerie. Des chaises raclèrent. Quelqu'un hurla. Mercer était déjà debout, le cœur battant, bondissant entre eux. Il repoussa Drayton avec une force qu'il ignorait posséder, protégeant le corps de Léonard du sien, tandis que les huissiers plaquaient le policier au sol. Le claquement des menottes résonna dans la salle, suivi de l'aboiement aigu du juge Redgrave appelant à l'ordre, au silence, à une suspension d'audience. Mais l'ordre avait disparu depuis longtemps. Léonard gisait par terre, la lèvre ouverte, du sang ruisselant sur son menton. Sa canne, un morceau de noyer sculpté que son fils lui avait offert des années auparavant, gisait en éclats à côté de lui. Mercer l'aida à se redresser lentement, tremblant de fureur, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Drayton fut traîné hors de la salle d'audience, toujours en train de crier. Les journalistes se sont précipités pour filmer la scène. La salle entière était devenue un véritable orage. Puis, à travers le chaos, une voix autoritaire s'éleva, calme, mesurée, attirant l'attention sans élever d'un pouce. Il y a eu un changement à la tête de la police. Avec effet immédiat, le nouveau chef de la police est Marcus Hayes. Les têtes se tournèrent. Tous les mouvements dans la salle d'audience ralentirent, se tournant vers les portes à double battant qui s'ouvrirent dans un grincement solennel. Un grand homme noir, rasé de près, en uniforme de cérémonie, entra. Il y avait quelque chose de magnétique dans sa démarche, épaules carrées, menton levé, sans la moindre hésitation. Il ne parle plus. Il n'en avait pas besoin. Tous les regards étaient braqués sur lui. Il se dirigea droit vers Léonard, sans même jeter un regard au juge Redgrave ni au procureur. À genoux, il regarda son père dans les yeux, car c'est ainsi qu'il l'appelait. Papa. Le mot retentit comme un coup de tonnerre.
Le silence qui suivit ne fut pas vain. Il était chargé d'incrédulité, comme une électricité statique. L'homme qui venait d'être brutalisé devant un tribunal entier n'était pas un simple civil. Il était le père du nouveau chef de la police de la ville. Et pas n'importe lequel, mais Marcus Hayes, un nom murmuré avec à la fois respect et crainte dans les milieux policiers. Décoré, implacable. Connu pour avoir éradiqué la corruption partout où il allait, et pour le faire publiquement. Hayes aida doucement Léonard à se relever, d'une poigne ferme mais prudente. Léonard se pencha instinctivement vers lui, encore hébété mais debout. La canne brisée était restée sur place. Mercer avait du mal à saisir les implications, mais le timing brutal et brutal, était essentiel. L'agression de Drayton s'était déroulée devant. La galerie se transforma en murmures étouffés, une vague de murmures qui déferlait contre les murs du fond. Le juge, le visage rouge et balbutiant, frappa du marteau pour rappeler à l'ordre, mais ce fut un geste futile. L'équilibre des forces dans la salle d'audience venait de basculer et tout le monde le sentit. Mercer ne bougea pas. Il se contenta d'observer Marcus Hayes, debout aux côtés de son père, les bras croisés, le regard scrutant la salle avec une froide intensité. Le message était muet, mais sans équivoque. Les anciennes règles ne s'appliquaient plus. Les conséquences furent immédiates et impitoyables. L'atmosphère de la ville semblait plus tendue, comme si même le ciel s'était rétracté après ce qui s'était passé dans cette salle d'audience. Le maire, qui avait discrètement nommé Marcus Hayes chef de la police quelques jours plus tôt, lors d'une réunion à huis clos, à l'abri des caméras et des questions, disparut de la vue du public. Son bureau ne publia qu'une déclaration fade sur son engagement pour la justice et l'unité, et pas un seul appel de la presse ne reçut de réponse. La figure la plus puissante de la ville, désormais enveloppée de lâcheté, n'avait aucune envie de soutenir l'homme qu'il venait de nommer, surtout pas alors que la tempête commençait à enfler avec une telle férocité. Le procureur, toujours habile en manœuvres politiques, s'est alors manifesté. Avec une condescendance à peine voilée, il a tenté de présenter l'incident comme un malentendu, un moment de confusion regrettable provoqué par des émotions exacerbées dans un environnement sous haute pression. Mais aucune conférence de presse n'a pu dissimuler les images déjà gravées dans l'esprit du public. Un policier blanc poussant un homme noir âgé, le père de son propre chef, tête la première contre un banc d'audience, le sang ruisselant sur le bois, tandis que des cris de surprise emplissèrent la salle. Ce n'était pas de la confusion, c'était du mépris. La ville, déjà rongée par les troubles causés par les injustices passées, était maintenant complètement fissurée. Les citoyens ont défilé dans les rues, brandissant des photos de Leonard Hayes à côté de captures d'écran de la vidéo du tribunal. Des pancartes indiquaient « Vous nous voyez maintenant ?» et « Même son père n'est pas en sécurité ». Les slogans « Justice pour Léonard » s'élevaient comme de la fumée. Mais à l'hôtel de ville et dans les hautes sphères de la justice, la réaction n'était pas le remords, mais la résistance. Pendant 3 jours, le chef Marcus Hayes resta muet, ni à la presse, ni au département, ni même à Mercer, l'avocat des droits civiques qui représentait désormais Léonard. Certains y virent de la faiblesse, d'autres de la complaisance, mais Marcus n'était ni l'un ni l'autre. Derrière des portes closes, il creusait, écoutait, observait, calculait ce qu'il lui en coûterait pour faire ce qui devait être fait. L'homme qui avait enterré ses frères en uniforme et survécu à 3 enquêtes internes connaissait le terrain. Il savait aussi que le danger se retournerait contre lui dès qu'il dépasserait les limites qu'on lui avait fixées. C'est alors qu'il passa à l'action. L'agent Drayton, l'homme qui avait agressé Léonard, fut suspendu pour une durée indéterminée, sans solde. La note interne qui suivit était laconique et sans complexe. Attendez-vous à des audits départementaux complets. Les incidents passés sont en cours d'examen. La norme évolue. C'était à la fois une promesse et un avertissement. Mais la résistance ne se fit pas attendre. Une coalition d'officiers de haut rang,
dont beaucoup avaient servi sous les ordres de Marcus avant sa promotion, et plusieurs juges en exercice commencèrent à se réunir en secret. Ils avaient bâti leur carrière en préservant un système fondé sur des règles tacites, protéger l'insigne, contrôler le récit, enterrer les ennuis. Parmi eux se trouvait le sénateur Cantwell, un homme dont la réputation reposait sur des discours télévisés sur la loi et l'ordre et des accords secrets. Hayes devenait une menace non seulement pour un officier ou une affaire, mais pour l'échafaudage qui soutenait tout leur héritage. S'il insistait trop, tout s'écroulerait. Ils complotèrent donc à l'ancienne, non pas par les armes ou la force brute, mais par la procédure, par l'érosion juridique. Ils ont demandé l'annulation du procès de Léonard, arguant que l'attaque au tribunal avait irrémédiablement perturbé la procédure régulière. C'était un argument fabriqué de toutes pièces, mais l'image leur a permis de se protéger. Le juge Redgrave, un homme fort de plusieurs décennies d'expérience et dont les secrets étaient plus épais que les livres de droit de son cabinet, a acquiescé. Pas de délibération, pas d'avertissement. L'affaire serait classée sans suite. Mercer a immédiatement interjeté appel, invoquant une erreur judiciaire grave et un conflit d'intérêts judiciaire évident. Mais la cour d'appel a traîné les pieds. Aucune audience n'a été fixée. Aucun greffier n'a voulu dire quand ni si elle aurait lieu. Léonard, encore en convalescence après sa commotion cérébrale et sa fracture de la pommette, s'est retrouvé en proie à un purgatoire judiciaire. Le sentiment de trahison était profond, mais Mercer savait qu'il valait mieux ne pas perdre son temps à bouder. Il a demandé un entretien privé avec le chef Hayes ce soir-là. Ils étaient assis dans le bureau faiblement éclairé de Marcus, bien après minuit, les lumières de la ville à l'extérieur vacillant contre les fenêtres. C'est alors que Marcus s'est penché en avant, la voix basse, le regard fixe. 2 semaines auparavant, expliqua-t-il, il avait intercepté un appel via un vieil écouteur de surveillance laissé actif suite à une enquête sur les stupéfiants. La voix était claire, celle d'un officier de commandement interne ordonnant à un subordonné de détruire les images de vidéosurveillance de l'épicerie où Léonard avait été accusé à tort de vol à l'étalage. Les mêmes images prouvant que Léonard avait payé intégralement. La même vidéo que Mercer avait récupérée sur une clé USB anonyme. Marcus révéla que l'officier donnant l'ordre était le cousin du juge Redgrave. C'était une preuve irréfutable. Une loyauté familiale utilisée pour étouffer la vérité et protéger un pouvoir corrompu. Il ne s'agissait plus seulement de racisme. Il s'agissait d'obstruction, de complot, de faute judiciaire. Mais ils étaient dépassés. Le système était déjà en mode nettoyage, effaçant les traces et effaçant les noms. S'ils suivaient le protocole, les preuves disparaîtraient avant même d'arriver au tribunal. Mercer fit donc ce qu'on apprenait aux avocats comme lui à ne jamais faire. Il rendit les choses publiques. Il contacta 3 journalistes en qui il avait confiance, l'un d'un média national, 2 d'organisations de surveillance indépendantes, et leur envoya la clé USB. Aucune explication, aucun avertissement. Juste la vidéo et une seule phrase. L'homme que vous voyez sur cette vidéo est Leonard Hayes. En quelques heures, la vidéo devint virale. D'abord sur les réseaux sociaux, puis sur les chaînes nationales. Les présentateurs ont rediffusé les images, côte à côte, avec celle du tribunal montrant Léonard en sang au sol. La dissonance était assourdissante. Les talk-shows ont repris l'affaire. Les animateurs radio se sont demandé pourquoi il avait fallu une fuite pour révéler la vérité. Des célébrités ont commencé à s'exprimer. Le nom de Léonard a fait le tour du monde. Les manifestations ont pris de l'ampleur. Ce qui avait commencé par des veillées nocturnes devant le palais de justice s'est transformé en rassemblement de milliers de personnes à l'hôtel de ville, puis en marche vers le commissariat. La lumière des bougies a cédé la place aux mégaphones et aux revendications. La foule était un mélange de visages, jeunes, vieux, noirs, blancs, latinos, asiatiques, chacun en colère et éveillé. Une coalition d'avocats, de professeurs de droit,
et même de quelques juges à la retraite à déposer une requête en révocation immédiate du juge Redgrave, invoquant des violations éthiques, des conflits d'intérêts et une obstruction à la justice. La requête comprenait les transcriptions de l'appel intercepté et une déclaration de Mercer confirmant son authenticité. Soudain, ceux qui se croyaient intouchables au pouvoir ont commencé à transpirer. Des courriels anonymes ont fait fuiter des documents. Des lanceurs d'alerte ont émergé, d'abord discrètement, puis plus bruyamment. Un officier à la retraite s'est exprimé en direct à la télévision, racontant comment des images similaires avaient disparu lors d'affaires précédentes. Un autre a révélé une tendance de Redgrave à classer sans suite des affaires de mauvaise conduite policière. La ville était en ébullition. Les sirènes résonnèrent plus fort, non pas à cause de la criminalité, mais parce que la vérité était devenue trop forte pour être réduite au silence. Et dans cette chaleur, quelque chose a basculé. Il ne s'agissait plus seulement de Léonard, il s'agissait de chaque père noir perçu comme une menace, de chaque affaire judiciaire discrètement classée, de chaque vidéo granuleuse disparue avant même d'avoir atteint la lumière du jour. Et pour la première fois depuis des décennies, ce ne sont ni les tribunaux, ni les maires, ni les sénateurs qui ont décidé de la suite. C'est le peuple, faisant monter la pression, refusant de se laisser apaiser, refusant de s'asseoir. Le chef Hayes est monté sur les marches du commissariat ce soir-là, sans équipe de presse ni conseiller. Juste lui-même. Il a regardé la foule et a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis le jour où il avait enterré son partenaire. Des années auparavant. Condamnation. Pas celle écrite dans une salle d'audit. Dans les derniers jours de la bataille, la salle d'audience rouvrit ses portes, non pas pour un procès civil, mais pour une audience visant à déterminer si le juge Malcolm Redgrave serait définitivement révoqué pour obstruction à la justice. L'air à l'extérieur du tribunal supérieur de Gravenhurst était inhabituellement calme ce matin-là. Le ciel était voilé par des nuages bas qui semblaient alourdis par le poids de ce qui allait arriver. Les équipes de presse envahissaient les marches du palais de justice, leurs fourgons formant une barricade tortueuse autour de l'entrée, des câbles serpentant comme des lianes sur le béton. Les manifestants se rassemblèrent de l'autre côté de la rue, derrière une fine rangée d'agents, brandissant des pancartes en carton usées par des semaines de pluie et de vent. Certaines portaient le nom de Redgrave barré d'épais X rouges, d'autres exigeaient transparence et réforme, leur chant résonnant faiblement lorsque les lourdes portes en chêne s'ouvrirent au public. Leonard Hayes était assis au premier rang de la galerie, entouré de son fils Darien, fraîchement libéré, rasé de près, sa combinaison de prisonnière remplacée par un costume gris anthracite qui ne lui allait plus, et de leur avocat, Thaddeus Mercer. Léonard portait un costume bleu marine à fines rayures, un costume qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis les funérailles de sa femme. Ces bleus, autrefois gonflés et violacés, s'étaient pour la plupart estompés en plaques jaune terne, et la canne qu'il tenait à la main droite, autrefois une simple tige de bois, brillait maintenant faiblement grâce au métal renforcé, cadeau du garagiste du quartier qui avait vu les images et était passé le remercier. La salle d'audience était bondée. Les journalistes occupaient les bancs aux côtés des habitants et des anciens jurés. D'anciens policiers, aujourd'hui retraités ou rétrogradés, étaient assis, raides, évitant tout contact visuel. Quelque part au dernier rang, une femme âgée serrait une image de prière dans sa main, murmurant à voix basse. Personne ne parlait à voix haute, mais l'air vibrait d'impatience, comme avant l'orage. Lorsque Redgrave entra enfin dans la salle d'audience, escorté non pas par des huissiers, mais par 2 agents fédéraux en civil, les huées commencèrent aussitôt. Un léger cœur de dégoût et d'incrédulité parcourut la salle. Autrefois salué comme un juge intègre et perspicace, connu pour son esprit vif et sa prétendue impartialité, il marchait désormais la tête basse, sa robe noire drapée sur son bras plutôt que sur ses épaules. Même dépouillé de toute formalité, il s'efforçait de conserver la même dignité habituelle. Ses cheveux étaient plus clairsemés et plus gris que des semaines auparavant,
et de profonds plis creusaient son front et ses joues. Mais son regard restait provocateur, scrutant la salle comme s'il détenait toujours une autorité. Il prit place avec un hochement de tête raide en direction de la commission de révision judiciaire siégeant à son siège. Le président, un ancien juge d'appel fédéral venu par avion pour superviser l'audience, fit signe que l'audience commença. L'avocat de Redgrave, un avocat d'affaires d'un autre État, adopta aussitôt un ton de professionnalisme blessé. Ils nièrent que Redgrave ait eu connaissance préalable de la falsification de preuves. Ils prétendirent que les incohérences dans le dossier de Leonard Hayes résultaient de malheureuses coïncidences et d'oubli administratifs. Ils tentèrent d'en imputer la responsabilité à des greffiers anonymes, à des problèmes de stockage des dossiers, au chaos des salles d'audience bondées. Et, ne parvenant pas à susciter la sympathie, ils se tournèrent vers les décennies de service de Redgrave, rappelant au jury ses félicitations, ses éloges, son dossier impeccable avant cette affaire. Mais la salle resta impassible. Et Léonard, assis en silence, le dos droit, les doigts posés calmement sur le manche de sa canne, savait qu'ils attendaient le coup de grâce. Mercer se leva lentement. Son expression resta froide, sa voix posée. Il remercia le jury pour son temps, puis dit qu'il avait un dernier élément de preuve à soumettre, un élément récemment apparu, authentifié par 2 analystes indépendants. Il s'écarta et fit signe à un technicien assis à côté du banc. Un haut-parleur crépita, tandis que l'écran du projecteur de la salle d'audience clignotait. Cela commença par des parasites. Puis un message vocal retentit. Une voix d'homme, reconnaissable entre 1000 par sa cadence grave, trancha la pièce comme une lame. « Si cette cassette voit le jour, toute ma famille brûle! Dites à Cantwell de faire quelque chose. » Un silence de mort s'abattit sur la salle. C'était le juge Redgrave. Sans erreur. Sa voix, paniquée, posée, chuchotant dans le combiné, était accablante. Il parlait au procureur Belridge, un appel censé être confidentiel, mais qui avait été accidentellement transmis à un collaborateur subalterne lors d'un nettoyage de routine de ses courriels. Ce collaborateur, dérouté par le contenu, avait contacté Mercer anonymement. Ils n'avaient pas compris le sens du message, pas entièrement, mais ils en savaient suffisamment pour comprendre qu'il n'avait pas sa place dans l'ombre. Des halètements rompirent le silence, puis des murmures s'élevant par vagues. Sur le banc, les membres du comité d'examen chuchotaient entre eux, les yeux écarquillés et perçants de clarté. Mercer ne dit plus un mot. Il n'en avait pas besoin. En moins d'1 heure, la décision était unanime. Le juge Malcolm Redgrave était officiellement et définitivement démis de ses fonctions. Ses qualifications juridiques étaient examinées, sa pension gelée en attendant une enquête plus approfondie. Le communiqué officiel mentionnait une faute grave, une obstruction volontaire à la justice et un abus de confiance du public. Dehors, les journalistes se sont empressés de révéler l'information en temps réel, leur voix stridente dans des micros portables relayant l'extrait audio en boucle. Le sénateur Cantwell, l'allié politique de longue date mentionné par Redgrave dans le message vocal, a présenté une démission soigneusement formulée quelques heures plus tard, invoquant des raisons personnelles et le désir de se concentrer sur sa famille. En coulisses, des agents fédéraux ont perquisitionné son bureau du centre-ville avant la tombée de la nuit. Le procureur Belridge, désormais confronté à une pression croissante et à la surveillance médiatique, a été immédiatement placé sous enquête fédérale. Des allégations de suppression de preuves dans plusieurs affaires sans rapport ont commencé à faire surface en quelques jours. Son équipe a été assignée à comparaître. Ses ordinateurs ont été saisis. Son nom, autrefois prononcé avec révérence dans les facultés de droit et les conférences sur la justice, était désormais sur la sellette avec des mots comme corruption et collusion. L'affaire Léonard, désormais sur les rails et libre de toute influence, a été portée devant un tribunal fédéral sous contrôle judiciaire. Un groupe de travail spécial a été créé pour examiner des dizaines d'affaires similaires traitées sous la supervision de Redgrave. Le chef Marcus Hayes, longtemps discret sur le devant de la scène, fit une annonce audacieuse.
Il lançait la plus grande enquête interne pour corruption de l'histoire de Gravenhurst. Des centaines de dossiers, des centaines de résultats, tous à l'étude. Aucun badge, disait-il, ne serait à l'abri de toute responsabilité. Et dans les semaines qui suivirent, la ville changea. Discrètement au début, des gens commencèrent à se présenter aux réunions municipales, des inconnus. Le courrier des lecteurs, autrefois considéré comme du bruit, s'accumula. Des hommes âgés, assis chez leur coiffeur, repassèrent l'enregistrement de leur message vocal sur leur téléphone et acquiescèrent solennellement. Quelque chose s'était fissuré, et même les sceptiques le ressentirent. Pour la première fois depuis longtemps, les murs ne résonnèrent pas seulement de promesses. Ils tremblèrent, comme s'ils étaient plus proches de la vérité. Par un vendredi matin frais, bien après la fin des audiences et le passage des caméras, Mercer se rendit en voiture chez Léonard. La vieille maison se trouvait à la limite de la ville, son porche légèrement affaissé, sa cour bordée de pissenlits qui brillaient comme des pièces d'or dans l'herbe. Léonard était sur le porche, assis dans un fauteuil en osier usé, sa canne posée à côté de lui, les yeux rivés sur l'horizon où une rangée de pins se rejoignait. Darien était entré quelques minutes plus tôt pour préparer le thé à son père. On entendait vaguement la bouilloire par la fenêtre ouverte de la cuisine. Mercer s'approcha sans un mot, s'installant confortablement dans le fauteuil à côté de Léonard. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le vent bruissait dans les branches. Quelques enfants passaient à vélo, criant et riant, leurs voix lointaines et joyeuses. Léonard expira lentement. Ses doigts tracèrent une petite rainure dans le manche de la canne. Il n'avait pas cherché ce combat. Cette pensée pesait lourdement sur sa poitrine, mais elle ne le consumait plus. Ce qui le consumait maintenant, c'était le souvenir de cette nuit-là. Le trottoir froid, le sang chaud, la confusion, l'incrédulité. Tout ce qu'il avait voulu, c'était rentrer chez lui sans être traité comme un criminel, sans être jugé sur la couleur de sa peau ou le silence de l'heure, sans être un homme de plus oublié dans l'ombre de systèmes défaillants. Il parlait doucement, presque pour lui-même, qu'il ne voulait pas de cette guerre, qu'il voulait seulement rentrer chez lui sans peur. Mais